Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Monsieur Tebboune nous avait annoncé le 15 février qu'une allocation chômage allait être instituée et mise en application dès le mois de mars. Et il avait précisé que l'Algérie était le seul pays au monde, en dehors de l'Europe, à faire bénéficier ses chômeurs d'une telle indemnité. Un exploit dans les deux cas, quand on connaît la dure réalité de la société algérienne. Promettre de mettre en place un tel dispositif aussi complexe, aussi massif, qui concerne tellement de gens en 2 semaines, dans un système en faillite économique, où triomphent la bureaucratie et les tracasseries administratives, et où les chômeurs se comptent en millions, relève réellement de l'insolite. Et dire que l'Algérie sera le seul pays à verser une telle allocation est tout aussi curieux, venant de la bouche du président de la République de ce pays, quand on sait que de nombreux autres pays en dehors de l'Europe versent un revenu à leurs chômeurs, sous des formes et d'autres. Mais les détails fourmillent, qui montrent bien que ce n'est là que pure mesure démagogique. Peut-être sans lendemain, sans autre intention que celle de faire mousser la popularité de M. Tebboune, qui de toutes les façons a toujours été au plus bas. Il en est ainsi du nombre de chômeurs, dont M. Tebboune nous dit qu'il est de quelques centaines de milliers, alors que tout indique qu'il se compte en millions. Plus de 40% de la population active selon certains observateurs, l'un des taux les plus élevés au monde. Dans un pays où les secteurs employeurs se confinent à Sonatrach, l'administration, l'armée et la police. Et un peu dans le secteur de l'agriculture où les travailleurs ne sont pas déclarés dans leur quasi-totalité. D'autres détails de ce nouveau dispositif sont tout aussi biscornus, comme l'âge requis pour pouvoir prétendre à cette allocation, entre 19 ans et 40 ans. Comme si les chômeurs de plus de 40 ans n'avaient pas besoin de se nourrir, ni leur famille avec eux. Ce dispositif, comme les statistiques sur le chômage, ne tient pas compte non plus sur une très grosse catégorie d'actifs potentiels, de demandeurs potentiels, les femmes au foyer, qui ne sont pas comptabilisées dans les statistiques, qui vivent dans leurs familles respectives, et qui n'ont pas d'emploi néanmoins, et qui se comptent pourtant en millions. Pour les chômeurs dont le conjoint dispose d'un revenu, quelle que soit la nature de ce revenu, comme le précise le texte d'application, aucune allocation n'est prévue. Le même décret dispose par ailleurs, et là je vais citer la disposition, littéralement, article 3 du dit décret, je cite, « Bénéficient également de cette allocation les détenus ayant purgé leur peine. » Les détenus ayant purgé leur peine et ne disposant pas de revenus dans les conditions prévues par le présent décret. Et là, c'est dire. Détenus ayant purgé leur peine, ça veut dire que ce ne sont plus des détenus. Que veut dire cette formulation? En tous les cas, nous essaierons d'en savoir plus avec nos invités. Nous allons en parler et je vous dis à tout de suite.
نشري الدار فيها جنان بلا الاسوار نسقي بدم الاحرار دار داري من الفرحة نسى بدات تولول قلت نبنيها من الأول شهد ربي كنت مول دار داري والدار داري قدام الجنان عندي بحرة مور داري عندي صحراء في وسطها الجبال دايرة والدار داري عندي فيها من كل خير كي نعطش نشرب من البير الناس كي تشوفني فيها تغير والدار داري دار داري دار داري قلت نبداها بالجردينة نغرسها نرجعها زينة نغرس وريدة وياسمينة والدار داري بديت بكري في الصبحية قلت نديرها زراعية تلفت لي بالعربية والدار داري دار داري فوتنا يا مات ملاح مجناني نقطف في التفاح في الطبلة نتقسموا الفراح والدار داري عشنا بقدر وحرمة عيلة كبيرة من المومة عطونا ماكلة مسمومة والدار داري دار داري دار داري الخوا بداو ينوضوا حبوا رايهم يفرضوا في داري طفاو الضو الدار داري طاحوا عليا بالقزول ولادي عن بالهم جا الغول كي شافوا خوهم مقتول والدار داري والدار داري من داك جاني خدام جرفت في يدو حمام ابدا هادي بالسلام والدار داري قالي خوك هذا اسمحلو بابك لازم تفتحلو. Algérie, une curieuse allocation de chômage. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, comme chaque lundi, Idirou Nouren, analyste politique depuis Paris, Brahim Younsi, analyste politique, ancien cadre du MDA de 82 à 88 de Paris, Karim Naïtou Slimane, analyste et militant politique depuis Paris. Merci à vous, mes chers amis, d'être avec nous. Je vais commencer par Brahim Younsi. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Bonsoir, Sidi Jamal. Merci de m'inviter de nouveau. Je salue mes amis, Idirou Nouren et Karim Naïtou Slimane. Merci. Alors, Brahim Younsi, d'abord, comme ça, à chaud, sur cette curieuse allocation de chômage annoncée le 15 février pour être versée le mois de mars. C'est un dispositif énorme dans un pays où il n'y a jamais eu d'indemnité de chômage, où les chômages, on n'a même pas le vrai chiffre, où l'administration est très tracassière, où la bureaucratie est triomphante, et où M. Tebboune vient nous dire que ce sera prêt au mois de mars. En plus de nous dire que l'Algérie est le seul pays au monde, en dehors de l'Europe, à servir cette allocation. Brahim Younsi. À l'évidence, Abdelmajid Tebboune a un problème avec le temps et avec les échelles, la notion d'échelle. Est-ce que tous les chômeurs, parce qu'il faut avoir été inscrit pendant 6 mois pour avoir droit à cette allocation chômage qui s'élève ou qui s'élèverait à 13 000 dinars. Je crois que le droit d'entrée est quand même est soumis à des conditions qui
qui vont exclure pas mal de chômeurs. Ou alors beaucoup de chômeurs, des millions de chômeurs vont attendre plus de 6 mois pour pouvoir percevoir cette allocation de chômage. Vous savez, quand on fait le calcul de la pyramide des âges, d'ailleurs vous avez insisté là-dessus, à savoir qu'on arrête cette allocation de chômage à l'âge de 40 ans. Pourquoi? Aucune explication. Pour quelle raison on n'a plus le droit à une allocation de chômage au-delà de 40 ans? C'est quand même assez symptomatique. Est-ce que le droit à la retraite est garanti à 40 ans? Non. C'est dire que les personnes, et ce sont des millions aussi de nos compatriotes qui sont exclus de cette allocation de chômage. Mais si on regarde la pyramide des âges, jusqu'à 40 ans, vous avez, grosso modo, j'ai fait le calcul, mais grosso modo, c'est entre 9 et 12 millions de personnes concernées, filles et garçons. Et vous pouvez regarder la pyramide des âges. D'ailleurs, vous avez globalement 12 millions de personnes qui sont concernées par cette allocation, par l'âge évidemment. Combien de personnes... Pourquoi 12 millions vous voulez dire qu'il y aurait 12 millions de chômeurs? Non. En Algérie? J'ai dit que l'accès à cette allocation chômage, c'est 12 millions de personnes âgées de 19-20 ans à 40 ans. Qui rentrent dans la fourchette d'âge, dans la tranche d'âge prévue. Absolument. Oui. Voilà ce que donne la pyramide d'âge, c'est 12 millions. Or, nous savons que le taux de chômage est très massif dans notre pays. L'Algérie est un des pays, peut-être un des rares pays qui connaît un chômage endémique. Et que la précarité se généralise d'année en année. Si l'on croit les chiffres, la population d'âge actif est de 60 à 62%. Or, les Algériens qui travaillent... ce chiffre, il est aléatoire, vous l'avez pris par rapport à l'âge, à la pyramide des âges. Ça veut dire de 16 ans à... Non, comment vous l'avez obtenu alors, ce chiffre? Le chiffre, ce sont les statistiques du pouvoir. D'accord. Donc là, la population d'âge actif est entre 60 et 62%. 60 et 62%, c'est 28 à 30 millions d'Algériens qui sont en âge de travailler, qui font partie de la population d'âge actif. Or, le pouvoir, dans ses statistiques officielles, donne 12 millions ou un peu plus de 12 millions de population d'âge actif, c'est-à-dire la population active de 12 millions, alors qu'elle est au moins du double, au moins. Elle est entre 28 et 30 millions de personnes si l'on considère le pourcentage donné par le pouvoir lui-même, c'est-à-dire entre les filles et les garçons, entre les masculins et les féminins. Or, lui n'a compté... Brahim Younsi, pardon de vous interrompre. Oui. Moi, je vais faire un petit cadrage très aléatoire. Vous savez que les écoliers et les collégiens et les lycéens, ça veut dire ils sont de 10 millions. Le chiffre global est de 10 millions. Ça veut dire jusqu'à à peu près 18 ans, on va compter de 6 ans à 18 ans. Ils sont de 10 millions. Donc, c'est déjà 10 millions que les scolarisés. Si on rajoute les non scolarisés, ceux qui sont en déperdition scolaire ou qui n'ont pas été scolarisés, et si on rajoute les jeunes de 0 à 6 ans, ça veut dire que ça fait plus que ce que vous dites. Non, moi je compte la population d'âge actif, et c'est la règle, entre 15 ans et 60 ans. D'accord. C'est comme ça que les statisticiens... Vous incluez, c'est comme ça que les statisticiens... J'entends bien. C'est considéré comme population active, les collégiens et les lycéens sont considérés dans la tranche d'âge de la population active. Absolument. Vous avez des garçons et des filles de 15 ans qui sont demandeurs ou demandeuses de travail. Oui, oui.
C'est comme ça que l'on compte sur le plan international. C'est les statistiques se comptent comme ça. C'est entre 15 ans et 60 ans. Et cela constitue, pour l'Algérie, en population d'âge actif, c'est 62% de la population, c'est entre 28 et 30 millions de personnes. Voilà la population active. Or, nous savons, et vous l'avez dit, et c'est très juste d'ailleurs, voir que le taux de chômage est un peu plus important. Certains économistes le situent entre 40 et 45%, d'autres voire plus. Et il se situe en effet, le taux de chômage en Algérie se situe entre 40 et 45%. Certains disent 41%. Et compter le nombre de chômeurs sur une population active de 28-30 millions d'habitants. C'est entre 9 et 12 millions de chômeurs au bas mot. C'est dire que le pouvoir... Alors que M. Tebboune parle de 600 et quelques mille, 700 000 allez. Déjà, selon ses propres chiffres, selon le taux de chômage qu'il donne lui-même, 14,86% de chômeurs. C'est beaucoup plus que les chiffres qu'il donne, parce que c'est autour de 1 800 000 personnes recensées chômeuses en Algérie, selon les chiffres officiels, si le taux est bien de 14,86%, alors qu'il est bien entendu minimisé au-delà du possible, parce que nous savons que le taux de chômage est au moins de 40% de la population active en Algérie. Et nous allons y revenir, Brahim Younsi, si vous permettez, nous faisons un petit tour de micro. Idir Ounourn, sur la même question. Merci d'être avec nous, Idir. Votre invitation, et je salue mes amis Karim et Ibrahim. Merci. Alors, sur la même question, merci beaucoup, Idir. Maintenant, c'est-à-dire, si on décortique un petit peu, l'allocation en elle-même est une bonne mesure pour les jeunes Algériens. Je crois que ça va soulager quelques familles, ça va soulager un peu de misère. Par contre, tout ce qui est attrait à son décret d'application, et vraiment, moi, me pose problème. Brahim, je crois, il a été assez large quand il est intervenu, je le rejoins 5 sur 5. Et il y a beaucoup de dispositions qui me posent problème. Tous les engagements qui sont fixés par décret ne sont pas modulables. Quand ils disent les 19-40 ans, qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un qui aurait 41 ans de ne pas avoir accès ou d'être éligible à cette allocation? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour les jeunes, leur situation vis-à-vis du service national. Il me semble que nous avons une armée professionnelle et ça me pose problème aussi. Quand ils disent le bénéficiaire... Pourquoi professionnel, dire, puisque la majorité des effectifs est composée de conscrits, d'appelés? Oui, c'est-à-dire à ce professionnalisme. Donc, moi, c'est cette situation vis-à-vis du service national qui me pose problème. Il peut très bien être en difficulté avec le service national, mais il doit avoir accès à cette allocation qui est quand même une source de revenus pour lui, en attendant que l'avenir s'éclaircisse pour lui. Le souci, c'est celui-là. Le bénéficiaire ne doit pas d'abord avoir bénéficié de dispositifs précédents dans le cadre des anciens dispositifs publics. Je pense qu'ils font allusion à l'ANSEJ et à tout ça. Et en plus, quand ils mettent le conjoint à l'intérieur, monsieur, et le conjoint, que ce soit un homme ou une femme, ne doit pas disposer d'aucune source de revenus. Donc ces critères-là sont oui, c'est clair. Le conjoint de quelqu'un, rébarbatif. Le conjoint de quelqu'un qui dispose d'un quelconque revenu, quel qu'il soit, il n'a pas droit au chômage. Pour revenir à ce que disait Brahim, j'ai vu les statistiques tout à l'heure, Brahim, sur 2019 par l'ONS. Entre les 15-24 ans, ça représente à peu près 30%. Monsieur Tebboune s'est trompé de chiffre et c'est ahurissant. Quand il dit ça va donc toucher 650 000. Mais le fait qu'il demande aux primo-demandeurs d'être inscrits depuis 6 mois, mais ça va créer des soucis, ce sera très contre-productif et j'ose espérer me tromper, ça va exciter notre jeunesse
Et il faudra s'attendre probablement à des réactions collectives des jeunes qui vont dénoncer cette mesure. Par contre, mais il y a déjà des chaînes, qui se forment un peu partout dans toutes les villes de gens qui vont s'inscrire auprès de l'ANEM. Tout à fait. Il y en a de plus en plus, tous les jours. Ceux qui vont s'inscrire, M. Benchenouf, aujourd'hui, pourront toucher l'allocation au mois d'août. C'est 6 mois. Ah, d'accord, oui, en effet. Oui. Donc ça pose problème. Au-delà de tout ça, c'est que on estime, donc M. Tebboune nous donne le chiffre de 650 000, d'autres 800 000, mais beaucoup de spécialistes nous donnent le chiffre à au moins 2 millions. 2 millions de personnes. Sans compter, M. Benchenouf, l'effet d'aubaine. C'est-à-dire, vous savez que dans beaucoup de secteurs d'activité en Algérie, c'est dommage d'ailleurs, c'est là où le côté citoyen doit reprendre le pas, et c'est là où le Hirak doit faire vraiment à remettre la citoyenneté au cœur de son programme politique. Pourquoi? Parce que tout simplement, beaucoup de travailleurs travaillent au noir, ils ne sont pas déclarés. Et dans tous les secteurs d'activité, M. Benchenouf, le textile, le bâtiment, la restauration, la distribution, l'agriculture, enfin tout. Et ça représente beaucoup de personnes. Ce qu'en Algérie, on désigne sous le nom d'économie informelle et qui représenterait à peu près entre 60 et 70% de l'économie en général. Tout à fait. Et vous savez, ce qui risque d'arriver, c'est que ces personnes-là vont s'inscrire, bien évidemment, pour avoir une allocation supplémentaire. Et on va arriver à une espèce de délation collective. On va dire, ce garçon, il travaille au restaurant, il touche. Celui-là, il travaille dans le bâtiment, c'est un maçon, il touche. On va aller vers quelque... Moi, je pense que l'idée en elle-même, il faut, pour l'ensemble de nos jeunes, c'est une idée, je dirais pas généreuse, c'est la moindre des choses qu'un État doit faire pour sa jeunesse, mais je pense que le décret et tous les critères d'éligibilité vont poser d'énormes problèmes au pays. Très bien. Alors, Karim Naïtou Slimane, merci d'être avec nous. Karim, sur cette question, premier tour de micro. Bonsoir, Djamaldine. Bonsoir. Nos amis. Et puis bonsoir aussi à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs qui nous voient. Alors, Karim, je vous laisse entre les mains de la régie un petit souci dans le son. Il semble que le son ne soit pas très bon. En attendant, nous allons passer une petite vidéo. On va écouter le ministre du Travail dire qu'il ne faut pas aller faire la chaîne dans les agences de l'ANEM, et qu'il faut juste aller dans les sites dédiés à cet usage. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Écoutons-le. لاحظنا سيد الوزير أنه فيه تهافت كبير على وكالة التشغيل الآن منذ الإعلان يعني لازم نتفاداو هذا التهافت. كاين موقع إلكتروني يقولوا له الوسيط، هذا على مستوى السيت ويب تاع الوكالة الوطنية للعمل لانام. يدخل في السيت ويب يخرج له الموقع الإلكتروني وسيط يسجل روحه، لا داعي يجي الوكالة. إذن يعني التسجيل يدار من بعد أونلاين من المنزل تاعو ولا من سيبر كافي ولا من أي موقع اللي يكون عنده الانترنت. إذن لا داعي باه يجي حتى الوكالة. حبيت نهضر على هذه المنحة تاع البطالة. تفضلي اخت ورده. لا باش نقول لكم واش راهم يتمسخروا بينا. دوك انا خدمت كوارتي كامل عطاونا سيت ما يمشيش. من الجمعه حنا نسيو في الانترنت ندخلوا للسيت ما حدش يمشي. قلت بالك المشكل في التليفون تاعنا ولا انترنت ثقيله ولا قلت والله غير نحضروا الدوره للسيبات. رحت للسيبات قال لي حنا السيت كاع ما كاش منه. هاي تمسخروا بينا على تبوات. محلي انا من هذه الضربه ما طلعت لا بالتبور لا بالدوله الجزائريه، الحق وانت نتخرج بالشباب، انا كنت طفله خاطيني البوليتيك بصح كيعطى اوهام في الباطل، وهمني بلي يعطيني بطاله ويعطيني سيت ما يمشيش، محلي ما بقاتش هنا هدا.
Alors, le ministre du Travail demande aux gens de ne plus aller encombrer les agences de l'emploi, qu'il faut juste s'inscrire à travers le site. Et le site, vous avez vu, nous avons fait tout à l'heure une expérience, un essai directement sur Google. On a tapé le lien du site, c'est sorti, on a cliqué dessus, site non accessible. Alors, Karim, c'est à vous. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Là, on vous entend bien, on vous entend très bien. Donc, bonsoir Jamaldine, bonsoir à nos amis d'Aïzir et d'Abrahim, et bonsoir aussi à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent. Écoutez, sur cette question, il y a une analyse à faire, à mon avis, sur deux aspects, c'est-à-dire sur l'aspect pratique et sur l'aspect symbolique. D'abord, sur l'aspect pratique, c'est une mesure qui pose deux problèmes. Un problème de crédibilité et un problème aussi de faisabilité. Commençons par le problème de faisabilité. C'est une mesure, comme vous venez de le signaler, qui n'est pas facilement applicable. Parce que, tout simplement, en Algérie, le système n'a pas mis en place des procédures tout simplement de recensement de la population active, de la population réellement active. Et puis aussi, même les aspects techniques, ne serait-ce que pour l'inscription, le versement, tout ça en tout cas, vont poser problème. Parce que comme je l'avais dit sur ce plateau il y a déjà des mois, j'avais parlé à une certaine époque d'une faillite technique de ce système. Ce système est arrivé à son dernier stade en réalité. Et son dernier stade, c'est cette faillite technique, c'est-à-dire il ne peut plus entreprendre aucune action d'envergure nationale. La moindre mesure, la moindre démarche va lui poser d'énormes problèmes techniques parce que les compétences algériennes refusent tout simplement, et je dis bien refusent, de prêter secours et de travailler avec un système pareil. Donc sur le plan de la faisabilité, déjà, on relève déjà de gros problèmes. Donc le mécontentement se fera d'abord sur la faisabilité. Et puis pour rester aussi dans l'aspect pratique des choses, ça pose aussi le problème de la crédibilité d'une telle mesure. C'est-à-dire quel est tout simplement son sens social. Je parle du sens pratique, avant même d'aller au sens symbolique. C'est-à-dire tout simplement pourquoi on arrête à 40 ans. Pourquoi, par exemple, est-ce qu'une personne de 45 ans, est-ce que c'est crédible de dire à une personne de 45 ans que malheureusement elle ne peut pas recevoir cette prime? Donc un problème de crédibilité sur plusieurs plans, par exemple aussi sur le pouvoir d'achat qu'elle va donner aux Algériens. Est-ce que 13 000 dinars, c'est réellement suffisant pour un Algérien pour lui offrir quelque chose? Un problème de crédibilité aussi, parce que il ne faut pas oublier que les Algériens, depuis l'époque Bouteflika à l'époque Tebboune, la dégradation se ressent réellement actuellement, parce que à l'époque de Bouteflika, le système essayait d'acheter, avait réussi à un certain moment à acheter la paix sociale, mais c'était quand même en sortant des gros chèques. Rien qu'en 2011, entre 2011 et 2012, Bouteflika avait sorti 40 milliards de dollars pour acheter la paix sociale. Mais à l'époque, la paix sociale, c'était par centaines de millions. C'était le dispositif ANSEJ. C'était aussi par des logements, les logements sociaux, par des appartements, par l'ADN subventionné. En tout cas, par des choses qui pouvaient avoir un certain sens pratique. Hein. Mais là, on passe quand même des gros chèques de l'ANSEJ à des miettes, en fait. On passe vraiment à des miettes. C'est-à-dire... ce régime essaye d'acheter la paix sociale en donnant des miettes, et en plus à une partie des Algériens en faisant une discrimination sociale abominable. Donc sur ce plan-là aussi, ça va créer du mécontentement. Donc il y aura du mécontentement sur la faisabilité, du mécontentement sur la crédibilité sociale de l'action même, et puis sur le plan symbolique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan symbolique? Quel est le message que ce système adresse aux Algériens avec une telle mesure? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce système est en train de dire aux Algériens, il est en train de marchander cette paix sociale, et il est en train de dire aux Algériens, il leur demande tout simplement de renoncer à leurs rêves, de renoncer à leur vie. On sait très bien que c'est sur cette tranche d'âge justement que les projets des citoyens se construisent tout simplement. Un homme qui voudrait se marier, par exemple, ou acheter une voiture, ou construire une maison, et c'est pareil aussi pour une femme, je ne le vois pas
le faire avec 13 000 dinars par mois. Donc finalement, comme on l'a dit déjà sur ce plateau, ce régime voit l'Algérien, réduit l'Algérien en fait à la baguette de pain et le sachet de lait. Parce que s'il y a quelque chose que ces 13 000 dinars peuvent offrir à c'est l'équivalent à peu près de 60 €. Hein. De 60 €, c'est-à-dire c'est une baguette de pain, c'est une baguette et un sachet de lait. Et encore, je ne pense pas que ça va tenir pour 30 jours, ça ne va pas suffire le mois en fait. Et donc là, si vous voyez bien, sur le plan pratique et sur le plan symbolique, ça va causer du mécontentement social. En fait, en réalité, cette mesure dont le but est en réalité d'acheter la paix sociale va enflammer encore le front social. Et je le prévois, ce régime tombera par l'économique. Parce que sur le plan politique, sur le plan des droits de l'homme, il peut encore faire de l'enfumage. Mais sur le plan économique, sur le plan social, la réalité va le rattraper. Et je pense que cette mesure sera parmi les mesures qui vont mobiliser les Algériens, qui vont enflammer le front social. Et je prévois que l'une des raisons du retour du Hirak, des marches du Hirak, et même voir, et je ne l'espère pas, voir des mouvements d'émeute, hein, sera cette mesure et d'autres mesures qui lui ressemblent. Très bien. Alors, nous allons d'abord écouter M. Tebboune quand il nous parlait de cette fameuse prime de chômage le 15 février pour la fin mars. Hein, c'est incroyable. C'est Khatem Sidna Suleiman. La lampe d'Aladin, écoutez-le. الصنف الثالث هي العلاوة تاع البطالة واللي احنا أول دولة من بعد أوروبا ما فيه لا دولة في العالم الثالث ولا اللي تأسس العلاوة هذه. أنا قلت تكون عندهم شبه مرتب اللي تصون كرامته كشاب هي 13,000 دينار. إذن عندهم 13,000 دينار ابتداء من مارس. والتغطية الصحية عندهم تغطية صحية كارتشيفا دونك وي عندهم تغطية صحية مثل موظف مثل كل الناس اللي عندهم المرض يمشي للمستشفى يمشي يشري الدواء بلا كارتشيفا نتاعو إلى آخره. إذن هذه إن شاء الله تتسجل على بلادنا، يعني بلادنا ماشية بخطوات عملاقة نحو الرقي ونحو التقدم من أجل المواطن. Et sur le nombre de chômeurs, écoutez bien ce qu'il va dire. كيف تعطى لهم وكيف تنزع شحال عددهم؟ العدد اليوم راه يتراوح في 620,000 بطال اللي مسجلين في مكاتب الشغل. إلا نضيفوا لهم الناس اللي ينتظروا في الإدماج واللي هما 180,000 بالتقريب، يعني هذا هو الإجمال تاع 13,000 دينار. بالطبع لازم الرقمنة. Brahim Younsi, un commentaire d'abord, si vous le souhaitez. Tout à l'heure, il avait des problèmes avec le temps, la temporalité, et il a aussi beaucoup de problèmes avec les chiffres. Qu'il minimise d'ailleurs. Si je peux me permettre un retour en arrière, par exemple, en 1980, la population d'âge actif était de 9 millions de personnes. Et sur ces 9 millions, il y avait 3,7 millions, les chiffres ont été vérifiés, qui avaient un emploi à temps complet. Or, 3,7 millions qui avaient un emploi à temps complet sur 9 millions de personnes d'âge actif, c'est plus de 50% de la population active qui n'avait pas d'emploi à temps complet. C'est-à-dire que le chômage se situait au moins à 50%, voire au-delà de 50%. Nous sommes aujourd'hui dans la même situation. À un moment dans les années 80 où le secteur industriel public employait beaucoup de gens, je rappelle, avant qu'il ne soit dissous, avant qu'il ne soit dispersé.
avant qu'il ne s'effondre en effet, donc on recrutait, on essayait de gagner la paix sociale par le travail. Oui. Or, aujourd'hui, on essaye de gagner la paix sociale par des allocations de chômage de ce type pour calmer les jeunes, pour que les jeunes ne se révoltent pas. Si vous me permettez, aujourd'hui, nous sommes à moins de 30% de personnes, et le chiffre est aussi vérifié, qui travaillent à temps complet. Moins de 30%. Alors qu'à l'époque, il y avait 50% environ de personnes qui travaillaient à temps complet. Vous savez, je vais juste citer cela, un propos de Sophie Bessis, que vous connaissez, qui est économiste, qui est d'origine tunisienne, et qui avait travaillé sur l'Algérie et l'économie algérienne. Et un propos qui est assez significatif et qui met en lumière ce que nous vivons aujourd'hui. Et de la situation qui perdure depuis les années 80. Elle écrivait notamment ceci, que le processus d'accumulation des richesses, le processus d'accumulation entamé des richesses, qui devait aboutir à la satisfaction des besoins des Algériens, n'a pas été générateur de revenus. C'est vous dire, nous sommes exactement dans la même situation aujourd'hui. L'Algérie n'a pas bougé d'un iota de ce point de vue. Et des revenus, bien sûr, qu'on attendait la population. C'est donc le cas aujourd'hui. Mais, en revanche, que beaucoup d'économistes et de sociologues ont constaté, c'est que ce processus d'accumulation a permis à la bourgeoisie, issue bien entendu de l'appareil d'État, et nous les connaissons, d'imposer, et nous le vivons encore aujourd'hui, d'imposer son pouvoir. Puisqu'elle dit, Sophie Bessis, et je suis entièrement d'accord avec elle, parce qu'elle détient, et elle détient tous les pouvoirs. Elle détient tous les secteurs de pouvoir. L'armée, le gouvernement, haute administration publique, cadre des sociétés d'État, etc. etc. C'est toujours le même modèle. La bourgeoisie qui détient le pouvoir sur l'armée, permettez-moi d'en douter un peu, franchement. Non. L'armée fait partie, elle détient aussi. C'est que l'armée, c'est la clientèle de l'armée qui détient les gros capitaux. Mais c'est elle qui pense. C'est elle qui pense. C'est cette bourgeoisie. C'est elle qui pense. C'est elle qui tient l'administration. C'est elle qui fait les projets. Et c'est elle qui est à tous les niveaux des décisions économiques, notamment. Finalement, le pouvoir exécutif, d'une certaine manière, n'est là que pour entériner certaines décisions qui sont prises par la haute administration. C'est aussi cela qui continue de perdurer dans notre pays. La haute administration, et pas seulement bien sûr la haute administration, et nous savons que l'armée, le gouvernement, etc., détiennent aussi une bonne part des décisions, et notamment les décisions sur le plan politique. Cela est évident. Sur le plan économique, Tebboune prend cette décision d'octroyer une allocation chômage, c'est parce que la haute administration lui a dit que le budget de l'État pouvait se permettre d'octroyer 13 000 dinars à une catégorie de la population jusqu'à l'âge de 40 ans. C'est-à-dire, lui dit, voilà, il a donné un nombre, c'est entre 600 000 et 800 000 bénéficiaires. Alors que la population qui a besoin d'une allocation chômage pour le moins, mais bien sûr elle a beaucoup plus besoin d'un travail rémunérateur, mais celle qui a besoin d'une allocation de chômage parce qu'elle est à chômage aujourd'hui, la population
est assez nombreuse et il faut aller jusqu'à 12 millions de chômeurs au moins qui entrent dans le cadre du décret signé par Tebboune. Justement, je reviendrai vers vous justement sur cette question du véritable taux de chômage. Quel est-il? Comment pourrions-nous un peu cadrer, en l'absence de vraies statistiques, en l'absence d'un recensement général de la population qui n'a pas eu lieu depuis des décennies, aujourd'hui, rappelons-le, nous essaierons un peu de comprendre ce qu'il en est. Idir Nouren, peut-être un commentaire? C'est-à-dire un commentaire entre vous et Brahim. Brahim a raison, excusez-moi, quand il parlait de bourgeoisie d'État. Vous, par contre, vous dites que la bourgeoisie d'État n'avait pas d'influence sur les militaires. Vous savez, le drame de ce pays, c'est qu'on avait le tissu, peut-être pas l'indépendance, mais il s'est créé dans le cadre de l'accumulation, dans le cadre de la bourgeoisie économique. Là, on en a fait des oligarques. Et sachez que les oligarques militaires avaient besoin d'individus, je dis bien d'individus, de type Haddad et de type pour justement conjuguer leurs efforts et aller vers la convergence. Mais même à l'époque, la bourgeoisie d'État, pour ne pas revenir là-dessus, un bon nombre sont décédés, donc on ne reviendra pas là-dessus. Donc, parenthèse fermée. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que on oublie aussi dans le cadre du chômage, c'est qu'il y a au moins 250 000 universitaires qui sortent chaque année. Et au moins 100 à 120 000 qui sortent de la formation professionnelle. Moi, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, je réaffirme, ça aurait pu être une bonne mesure. Je me mets un peu en désaccord avec mes camarades. Cependant, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette mesure va être contre-productive. Je crois que ça va être le débarrage d'une crispation au niveau de la jeunesse, entre la délation pour certains, le fait qu'il faut, pour les primo-demandeurs, c'est être inscrit là-bas au bout de 6 mois, les dysfonctionnements, l'outil informatique qui c'est pas encore numérisé, et ça nous rappelle la fameuse prime des 10 000 dinars qui ne sont jamais arrivés complètement aux nécessiteux. La fameuse indemnité promise par Tebboune pour la Covid, pour les manques à gagner de la Covid. Voilà, donc en gros, voilà. Mais moi, il me semble que, c'est-à-dire pour moi, les discriminatoires, elles limitent terriblement l'accès de beaucoup d'Algériennes et d'Algériens. Donc, quelque part, ça va être perçu et ça va être, encore une fois, ça va encore cliver, ça va encore créer des crispations au sein de la société. Voilà. Karim Naïtou Slimane, réaction avant que nous ne revenions au taux de chômage et l'assiette, l'assiette, si je peux me permettre ce terme, de la population en chômage, etc. Mais sinon, d'abord, un commentaire sur ce qui vient d'être dit. Moi, je suis extrêmement choqué d'entendre Monsieur Tebboune dire que cette allocation, justement, permettrait aux citoyens algériens de retrouver sa dignité. Ça me choque profondément parce que je rappelle que cette allocation, c'est 13 000 dinars, c'est-à-dire l'équivalent à peu près de 60 euros par mois. L'équivalent au quotidien de 2 euros par jour. De 2 euros par jour. C'est dire à quel point, quel degré de mépris ce système manifeste, comment il déconsidère complètement le citoyen. J'ai envie de dire que c'est une insulte aux Algériens. Et puis sur un autre plan aussi, sur le plan social, pour rester toujours à ce niveau, c'est quand même une mesure qui va encore clochardiser l'Algérien. C'est une mesure qui va non seulement, puisque vous parlez des classes de la bourgeoisie d'État, non seulement qui va creuser encore le fossé des inégalités sociales, mais en plus, elle va clochardiser l'Algérien, elle va le réduire à un état végétatif. C'est-à-dire, l'Algérien se retrouvera dans une position où il ne pourra tout simplement rien faire, parce que dans l'absolu, le sens d'une allocation de chômage, c'est justement de permettre à des populations actives qui perdent temporairement leur emploi
de garder un certain niveau social pour justement rester compétitif sur le marché de l'emploi. Or là, on voit très bien que c'est une mesure adressée à une société où déjà il n'y a pas de travail, tout simplement, où le travail est déconsidéré. Je rappelle que le salaire minimum en Algérie est de 20 000 dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 100 € par mois. Hein, donc l'État garantit aux travailleurs algériens qui travaillent à temps complet, lui garantit 3 € par jour, pas plus, à 3, quelques centimes par jour. Donc déjà on voit comment le travail est perçu en Algérie. Mais alors là, pour les personnes qui n'ont pas encore, c'est-à-dire les primo-demandeurs, les personnes qui n'ont pas encore accédé au marché de l'emploi, on leur propose tout simplement l'équivalent de 60 €, c'est-à-dire par mois, c'est-à-dire 2 € par jour. C'est un mépris total de l'Algérien, c'est une insulte aux Algériens. Alors, j'aimerais d'abord vous poser une question pour vous éclairer notre lanterne. On va faire un petit tour de micro très rapide, juste sur cette question que j'ai posée. Ensuite, nous reviendrons vers les taux de chômage. Alors, je vais vous lire une disposition de ce décret. Je parle des gens qui peuvent bénéficier donc de cette allocation de chômage. Il dit, article 3, bénéficient également de cette allocation les détenus ayant purgé leur peine. Alors là, moi, je n'ai vraiment rien compris. J'ai freiné ABS dans ma tête parce que des détenus qui ont purgé leur peine, ce ne sont plus des détenus. Pourquoi leur dire est-ce qu'ils vont rester des détenus avec un statut de détenu ayant purgé sa peine toute sa vie Pourquoi avoir dit un détenu qui a purgé sa peine? C'est un citoyen qui revient à la vie sociale, qui est monsieur tout le monde. Ce n'est pas un détenu qui a purgé sa peine. On ne peut pas le catégoriser ainsi de façon professionnelle pour l'accession à une allocation chômage. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Brahim Younsi, article 3, bénéficient également de cette allocation les détenus ayant purgé leur peine. D'abord, si vous me permettez, je répondrai à la question. Que les Algériens ne demandent pas de l'aumône. Les Algériens veulent vivre dignement de leur travail. Ils veulent absolument, et la grande majorité des Algériens veulent rester chez eux et travailler chez eux et vivre dignement chez eux. Quant à la question... Chez eux, vous voulez dire dans leur pays? Eh bien sûr, évidemment, il n'y a pas d'autre chez lui d'un Algérien, y compris nous-mêmes, qu'en Algérie. Non, je veux dire, peut-être des gens pourraient comprendre, travailler chez eux, ça veut dire à domicile. Non, en Algérie. Oui. En Algérie. Chez eux, c'est l'Algérie. Oui. Quant à la question que vous posez sur ces détenus ayant purgé leur peine, cela veut dire que, à mon sens, c'est ce que je comprends, que tous ceux qui demandent cette allocation chômage doivent fournir déjà un extrait du casier judiciaire. Ah bon? Sinon, comment il y a cette condition existe dans le dossier à fournir? Implicitement, je ne connais pas les conditions de toutes les conditions. Ce serait monstrueux. Implicitement. Ce serait monstrueux de demander le casier judiciaire à quelqu'un qui veut s'inscrire au chômage. Oui, mais implicitement, c'est ce que ça veut dire. Si même les détenus ayant purgé leur peine ont droit à cette allocation, cela veut dire que tous les ayants droit doivent fournir un extrait du casier judiciaire pour savoir qu'il y a des détenus qui ont purgé leur peine. Sinon, il n'y a pas besoin de le dire. Mais dans ce cas, pourquoi dire détenu ayant purgé sa peine? Quelqu'un qui a purgé sa peine, ce n'est plus un détenu. Oui, il ne peut pas être étiqueté, catégorisé ainsi. Oui, mais justement, comment l'ANEM pourrait savoir qu'un détenu a purgé sa peine? Par le casier judiciaire. Bon, voilà. C'est incroyable. Si c'est le cas, franchement, ça serait gravement grave. Ben voilà. Pour savoir que quelqu'un a été condamné à la prison, il faut lui demander son casier judiciaire. C'est-à-dire qu'en principe, tous ceux qui vont s'inscrire à l'ANEM
devraient présenter leur casier judiciaire. Mais la question est aussi pernicieuse. Est-ce que le pouvoir illégitime veut savoir distinguer entre ceux qui ont commis des délits de droit commun et ceux qui ont été condamnés et purgé leur peine pour, entre guillemets, délit d'opinion, comme le fait le pouvoir aujourd'hui. Les uns n'auraient peut-être pas droit à cette allocation s'ils s'opposent au système, s'ils s'opposent au pouvoir politique. Voilà, à mon avis, aussi une lecture que l'on pourrait avoir. Il veut savoir qui est contre lui et qui ne le serait pas de façon implicite. Une façon de fliquer les gens comme oui, à son habitude. D'accord. C'est du flicage. Alors, Idir Nourou, sur cette question, qu'est-ce que vous avez compris, vous? Bénéficiez également de cette allocation les détenus ayant purgé leur peine? Pratiquement comme vous. De toutes les manières, un détenu qui a purgé sa peine redevient un citoyen qui a payé sa dette envers la société. Donc, il doit être réintégré dans toutes les activités sociales, culturelles, évidemment, s'il n'y a pas de mesure particulière lors de son jugement. Même pour ceux qui sont privés de leurs droits civiques, dans certains cas, on ne peut pas dire un détenu ayant purgé sa peine. Non, tout à fait. S'il a purgé sa peine, ce n'est plus un détenu. Moi, moi, je ne suis pas juriste et je ne suis pas technicien du droit. Je me dis que, encore une fois, j'ai une approche, je me dis, cette allocation, bien qu'elle soit très modeste, va peut-être soulager des personnes qui sont véritablement dans la précarité, mais dans ces modalités et les engagements qui sont fixés par décret, je suis au regret de dire, ça a été très mal fait. Ça va causer beaucoup de problèmes et des crispations, et nous pouvons même revenir à la culture des émeutes. D'accord. Alors, Karim Naïtou Slimane, sur cette question, avant de revenir au taux de chômage, bénéficient également de cette allocation les détenus ayant purgé leur peine. Ben écoutez, sincèrement, Monsieur Benchenouf, je pense que vous placez déjà la barre très haut. C'est-à-dire chercher à expliquer l'inexplicable, à donner du sens à quelque chose qui est par essence insensé, comme les propos de Tebboune et de la bande d'incompétents qui l'entourent et de la bande de voyous qui l'ont mis en place. Je ne trouve pas de sens. Peut-être que c'est une figure de style, un oxymore, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je vois par contre derrière cette mesure, et moi ce qui me choque, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce profond respect, ce profond irrespect, ce mépris souverain aux Algériens. Je pense que les gens doivent maintenant comprendre que ce régime décadent sur tous les plans doit changer absolument. Il en va de la dignité des Algériens, il en va aussi de leur vie, parce qu'une mesure pareille montre réellement la véritable vision de ce système, et des gens qui sont dans ce système montrent leur vision vis-à-vis des Algériens. Moi, à leur place, j'aurais eu honte d'annoncer une mesure pareille, parce qu'une mesure pareille, elle va encore castrer socialement l'Algérien. L'Algérien sera, il aura les bras liés, comme disait tout à l'heure si bien d'Abrahim. Les Algériens ne demandent pas l'aumône. Les Algériens veulent travailler, vivre de leur travail. Ils ont des projets. Un Algérien aspire à une vie meilleure, mais ce n'est pas avec une pension de 13 000 dinars par mois, cette allocation de la misère. Hein, ce n'est pas avec les salaires qu'il y a actuellement en Algérie que l'Algérien peut réellement avoir de la dignité. Ça n'est pas possible. L'Algérien ne peut pas construire sa vie dans les conditions actuelles. Voilà pourquoi les Algériens doivent maintenant se mobiliser. Ce régime, je discutais récemment avec un ami, un universitaire algérien ici en France, un enseignant à l'université de Bordeaux, et il me disait, je trouvais à ce moment-là qu'il exagérait un peu, mais maintenant je suis d'accord avec lui, il me disait, ce régime, maintenant, c'est la famine.
Ce régime, c'est la famine pour les Algériens, c'est la catastrophe. Et on y va, on y va. Alors, et peut-être faut-il rappeler, Karim, et je vous remercie de me l'avoir fait penser, de m'y avoir fait penser, que d'abord, et dans son acception éthique, l'allocation chômage est l'expression de la solidarité entre les travailleurs. Ce n'est pas un don, ce n'est pas une rente qu'on distribue, mais la solidarité entre les travailleurs tirée de leur cotisation, où il y a une part qui cotise pour un fonds de chômage pour ceux qui perdent leur emploi ou qui n'arrivent pas à en trouver un autre. Peut-être fallait-il le rappeler. Mais sinon, nous allons voir cette image d'abord avant de revenir au sujet, celle que nous avons cumulé de 4 wilayas seulement, de gens qui, dès qu'ils ont appris la nouvelle de cette indemnité, de cette allocation, qui, comme l'a dit Karim, peut mettre un peu de beurre sur les épinards, si on peut se permettre cette formulation. Skigda, Mila, Mustrenem, Imsila. Regardez. Voilà. Vous voyez, dès qu'ils ont appris la nouvelle, les gens qui n'ont pas d'activité, qui n'ont pas d'emploi, se sont précipités sur les bureaux de l'ANEM. Et là, nous ne vous montrons que 4 bureaux de l'ANEM. Alors, Brahim Younsi, le régime parle de 14% de chômage. Ça veut dire, en clair, qu'il y a 86% de population active. Hein, or, et là c'est un argument massu qui démontre de façon claire que ce régime, non seulement il ne dit pas la vérité, mais qu'en plus il n'a même pas suffisamment d'habileté pour essayer de masquer un peu ces gros mensonges. Alors donc, il dit qu'il n'a que 14% et que 86% de la population est au travail, alors que de l'autre côté, il affirme que la caisse de retraite est subventionnée, soutenue par l'État, à hauteur de, je crois, 70 ou 80%, et parfois plus même. Là, il y a quelque chose qui cloche. Parce que s'il y a 86% de la population active qui cotise donc, l'État n'aurait pas besoin de soutenir les caisses de retraite, puisqu'il suffit de, je crois, 7 ou 8 cotisations de travailleurs pour financer une retraite. Donc, il y a comme quelque chose qui sont pas ronds. Et puis ce chiffre de chômage, quand on sait qu'il n'y a quasiment plus de secteur employeur, travaux publics et bâtiments, ils ont tous mis la clé sous le paillasson. Le secteur industriel, à part quelques privés qui font surtout du montage avec très peu d'effectifs, le secteur industriel public, Sonipex, Sonipex et toutes les sociétés que nous connaissons ont été fermées, distribuées, partagées entre les potes et les copains et la famille. L'agriculture, le personnel généralement saisonnier n'est jamais déclaré. Donc d'où ils tiennent ce 86% de la population active qui est donc au travail, qui n'est pas au chômage, avec un taux de chômage de seulement 14% dans un pays où quasiment tout le monde est au chômage? Mystère. C'est un mystère. En tout cas, les chiffres et les taux que l'on donne, ou que donnent certains économistes sérieux, avec 86% de travailleurs qui cotisent à la caisse de retraite, il y aurait un excédent dans les caisses. Il y aurait un excédent dans les caisses, parce que couvrirait très largement les retraites des retraités. Or, aujourd'hui, nous savons que, et ça ce sont des économistes sérieux qui le disent, il y aurait, alors qu'avant, je l'ai dit tout à l'heure, nous étions globalement à 50% de la population active qui travaillait à temps complet. Aujourd'hui, nous sommes à environ 30% de la population active qui travaille, et masculine, je le précise, masculine. 30% de la population active masculine qui travaille
à temps complet. Le chômage, on l'a dit tout à l'heure, est endémique. Et on a vu les images que vous avez montrées, la précarité dans laquelle la population se trouve. C'est cette précarité-là qui fait qu'elle se rende aussi massivement dans ces agences qui s'appellent l'ANEM pour avoir cette allocation chômage. Mais beaucoup de jeunes de 19 à 40 ans n'auraient pas accès à cette allocation chômage. Et ceux qui sont au-delà ou en dessous de 19 ans ou au-dessus de 40 ans, que leur reste-t-il? Que leur reste-t-il? Il leur reste l'immigration. C'est aller ailleurs. Et le pouvoir illégitime a toujours encouragé les jeunes Algériens à aller voir sous d'autres cieux s'ils trouvaient un travail. Le pouvoir continue dans cet esprit que les jeunes Algériens doivent aller chercher le travail ailleurs que chez eux. Et cela est bien entendu inadmissible. Et d'autant plus inadmissible que la démographie chez nous est toujours galopante. C'est entre 200 000 et 250 000 naissances par an que nous avons, que l'Algérie continue d'avoir. C'est-à-dire que le taux de la population active va augmenter d'ici 2, 3, 4, 5 ans. C'est-à-dire que c'est autant de travail qu'il faut. Si l'économie n'est pas renoncée, c'est l'économie, nous l'avons dit la dernière fois chez vous, c'est l'économie productive. Si on ne se met pas dans la production, on n'ouvre pas le champ à la production des biens et de services, nous n'en sortirons pas. Et effectivement, toute cette jeunesse qui va être déçue, hélas, qui va être déçue, parce que moi aussi je suis, comme mon ami dit, je pense que même une allocation aussi symbolique, comme dit mon ami Karim, aussi symbolique, leur rendrait service. Parce que vous avez beaucoup de jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui ne travaillent pas, et nous en avons dans nos familles, et qui attendent le matin le paternel pour leur donner 200 ou 300 dinars, pour pouvoir avoir quelque chose dans la poche et ne pas avoir les poches vides. C'est dire que il n'y a pas que les jeunes qui cherchent le travail qui sont concernés, il y a aussi les familles, toutes les familles, des centaines de milliers de familles qui sont concernées par cette situation d'un chômage qui s'accroît contrairement à ce que disait. Le chômage aujourd'hui est au moins, et ça c'est des économistes sérieux, d'au moins 41% de la population. Il dit 14% pour le régime de taux de chômage, d'au moins 40% pour Brahim Younsi, ce qui semble être l'avis de beaucoup d'observateurs sérieux qui parlent d'un taux avoisinant ce chiffre-là. À votre avis, Dir? Moi, c'est-à-dire à partir du moment où Brahim a expliqué, il a donné la bonne piste, à partir du moment où les cotisations sociales servent aussi à payer la retraite, à partir de ces chiffres, si on les prend à contrario, on pourra véritablement voir qui cotise en Algérie et combien de personnes et d'adultes en âge de travailler travaillent véritablement. Il y a des chiffres complètement contradictoires. Bon, c'est vrai que ce n'est pas sur la même tranche entre ceux affichés par la Banque mondiale et ceux affichés par le FMI. Les uns parlent de 30,2 ou 3 ou 4%, les autres parlent à peu près de 14,5%, mais pour une population globale. On se demande quelles sont les mesures et l'échelle et les critères de l'ONS, qui ne produit pas comme il produisait dans les années 80. En termes d'analyse et en termes de résultats. Que devient le CNES, qui a été, je vous le rappelle, dans la nouvelle constitution, rattaché auprès du président de la République? C'est toutes ces questions. Et venant du pouvoir, à partir du moment où on considère ce pouvoir comme étant illégitime, fatalement, sa communication institutionnelle devient illégitime. Moi, je trouve ça kafkaïen.
Et à la limite, je n'ai pas d'avis parce que c'est des chiffres qui ne tiennent pas la route d'une part, et d'autre part, il n'y a pas d'office sérieux ou d'institutions sérieuses capables de donner les véritables chiffres. La gouvernance de 2 ans et demi de M. Tebboune, il a créé 2 ou 3 comités théodules, comme le disent les Français, c'est-à-dire un appel aux assises de la santé, un appel aux assises de l'industrialisation, institutionnaliser la journée de l'imam et institutionnaliser la journée de l'armée. Sorti de là, nous n'avons pas eu une restructuration du champ politique, du champ social, mettre des agences qui pourraient donner la dynamique. Enfin, la déshérence, le désespoir nous est promis. Karim Naïtou Slimane. Je suis malheureusement d'accord avec le triste constat que vient de dresser Daïdir. C'est-à-dire, il n'y a plus rien, je pense réellement, il n'y a plus rien à espérer de ce système. Vous parlez des chiffres, Monsieur Jamel, Monsieur Benchenouf. Ces chiffres sont faux. C'est un régime faussaire. Tout est faussé actuellement en Algérie. La seule chose vraie, c'est la souffrance des Algériens. Voilà ce qui est vrai. C'est la triste réalité dans laquelle, malheureusement, vivotent les Algériens. On ne peut pas dire vivre parce que les Algériens n'ont pas de vie, on le voit très bien. Les Algériens n'ont pas accès, à la vie sociale, n'ont pas accès au confort, n'ont pas accès aux commodités, n'ont pas accès à la culture, n'ont pas accès aux soins. Les Algériens n'ont pas leur part de l'Algérie. C'est les Algériens, et je le répète, les Algériens n'ont pas leur part de l'Algérie. C'est tout le mécanisme de la redistribution de la richesse nationale. Et je rappelle bien, richesse nationale, ça n'est pas la richesse de Tebboune, ni la richesse des généraux qui l'ont mis sur ce fauteuil. C'est la richesse de tous les Algériens. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de bourgeoisie d'État, par exemple. Il n'y a pas de bourgeoisie d'État en Algérie. La bourgeoisie, à la rigueur, lorsqu'on va l'étudier historiquement, à la rigueur, c'est une classe qui détient le capital, qui a produit à un certain moment et qui accumule le capital. Mais en Algérie, ce capital que ces oligarques cumulent actuellement, c'est un capital détourné. C'est la richesse nationale, c'est les appels d'offres publiques, aux factures gonflées. Donc on sait très bien comment ça se passe, comment se font les choses actuellement en Algérie. La seule vérité, le seul chiffre vrai, la seule réalité palpable, qu'on peut vérifier, c'est cette souffrance quotidienne de l'Algérien déshumanisé, déconsidéré, méprisé. C'est pourquoi il est temps maintenant de se mobiliser sur le front social. Oui, le social fait partie du politique. C'est un levier de mobilisation. Il ne faut pas dire que les gens n'ont pas le droit de sortir pour leur ventre ou que les revendications sociales ne sont pas des revendications politiques. Au contraire, les revendications sociales sont les revendications politiques les plus concrètes. Le social, c'est le politique. Et maintenant, il faut commencer à se mobiliser politiquement sur le front social pour pousser ce régime vers la porte. Et j'insiste, c'est un régime qu'on doit pousser vers la sortie. On doit réellement réaliser cette rupture tant attendue avec ce régime pour revoir tout le mécanisme de cette redistribution de la richesse nationale qui se fera non pas sur l'échec et la redistribution de l'argent de cette manière, non, qui ne se fera pas sur l'assistanat public, non, mais qui se fera sur une vision nouvelle de la société, sur une revalorisation du travail, des travailleurs, pour justement faire les premiers pas de cette société de production, pour aller vers une économie de production, une économie basée sur la connaissance. Comme comme c'est le cas actuellement partout dans le monde. Jamel Dine, la compétition au niveau mondial se fait actuellement sur l'attractivité des compétences. C'est-à-dire que dans les sociétés avancées, on paye plus pour attirer les meilleures compétences, alors qu'en Algérie, on déconsidère le travail pour faire fuir. Et la meilleure preuve en est qu'il y a une fuite des cerveaux en Algérie. Absolument. Qui est parmi les plus distingués au monde. Maintenant, c'est par dizaines de milliers qui sont en train de fuir le pays chaque année.
Et la meilleure preuve aura été celle des 1200 médecins et spécialistes et professeurs de médecine qui ont quitté massivement en une seule fois le pays il y a quelques semaines. Alors, d'abord, j'aimerais rappeler, mais nous n'aurons pas le temps d'en parler, que s'il y a une statistique de sûr en Algérie, c'est que la population féminine est à peu près égale à la population masculine. C'est à peu près la même chose. 50-50 ou à 1% près. Et ça change, hein, c'est pas tout le temps pareil. Il y a des moments où la population masculine dépasse de 1% la population féminine et inversement. Mais sinon, les femmes au foyer, comme on dit, mais pas seulement le conjoint de celui qui travaille, mais aussi les filles qui continuent de vivre dans le foyer familial. Elles n'ont pas le droit, logiquement, constitutionnellement, légalement, par rapport à ce même décret, elles auraient droit à s'inscrire pour le chômage aussi. Mais il semble que non. Il semble que non, parce que cela porterait le taux de chômage à des plafonds qu'on ne peut même pas imaginer. Ce dernier tour de micro sera consacré aux prisonniers politiques et aux détenus d'opinion qui observent une grève de la faim en ce moment et dont certains sont au plus mal. Leur état de santé s'est dégradé. Ils refusent de suspendre leur grève. Brahim Younsi. Oui, c'est un problème très préoccupant qui pose des cas de conscience. Et la population algérienne doit penser, et c'est là les cas de conscience que nous avons tous, penser à ces détenus politiques, notamment à ceux qui ont engagé une grève de la faim qui semble de plus en plus dure. Ils en sont quand même à plusieurs semaines de grève de la faim, c'est-à-dire que leur processus vital, et pour certains, est engagé. Comment faire plier le pouvoir pour accéder à leurs revendications, d'une part, et bien entendu faire plier le pouvoir pour accéder aux revendications du peuple algérien qui massivement exige que les institutions algériennes soient l'émanation de la souveraineté populaire. Ce n'est pas le cas. Ce régime, ce pouvoir est illégitime. Il faut absolument que les institutions se donnent de la légitimité par la souveraineté de la population, la souveraineté populaire. Ce n'est toujours pas le cas. Là, le peuple algérien, me semble-t-il, certains me diront, c'est trop facile de le dire lorsque vous êtes à l'extérieur, lorsque vous êtes à Paris ou à Londres ou à Genève ou ailleurs. C'est vrai que nous sommes entre guillemets protégés. Je mets des guillemets parce que vous le savez qu'un certain nombre d'opposants politiques ont été assassinés à Madrid et ailleurs, et en plein centre de Paris, et même en Allemagne, à Francfort, pour certains, et même à Tunis, pour ce qui est de certains opposants qui ont été assassinés. Je veux dire que les opposants risquent aussi leur vie à l'extérieur, et cela c'est déjà passé. C'est dire que la population, le peuple algérien ne doit pas laisser tomber ces détenus politiques. Il faut absolument que cette révolution retrouve sa respiration première et entre dans un autre processus révolutionnaire, une autre démarche révolutionnaire, trouver les actions idoines qui font ou qui feraient que ce pouvoir lâche, ce pouvoir cède face à la pression populaire. Merci. Alors, Idir Ounoren, sur les détenus d'opinion, prisonniers politiques. Quoi vous dire, M. Benchenouf, moi, à titre personnel, j'ai une trentaine d'amis avec lesquels j'ai milité plus de 20 ans qui sont incarcérés, dont un nouveau aujourd'hui, M. Tahar Khouaz, qui vient d'être interpellé chez lui avec beaucoup de virilité, va-t-on dire. Mais qu'attendre d'un pouvoir qui nous a opposé, que la répression, l'instrumentalisation de la justice
ils ont été jusqu'à fabriquer même la justice militaire, M. Benchenouf. Nous l'avons dit aussi, il y a comme une... comment dire ça, il y a un déshonneur quelque part chez les juges et chez ceux qui sont chargés de rendre et de dire le droit. On ne peut pas qualifier comme ça des organisations qui marchent aux extrêmes de terroristes. C'est pas possible. Ils n'ont même pas l'intelligence de rentrer en psychologie, on appelle ça un peu, c'est pas simplement en psychologie, c'est dans la logique de la fabrique du consentement. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ces arrestations iniques, je pense au général Ardiri, personne n'en parle, je pense à Fethi Arras, je pense à tous ces militants, et même ceux qui sont des citoyens tout simplement pour des posts sur Facebook, c'est pour moi plus grave que tout ce que l'on peut dire, parce qu'on attaque à la dignité des gens, à l'honneur des gens, au fait qu'ils soient tout simplement dans le Hirak. Ils oublient que le Hirak, c'est une espérance, c'est un espoir, c'est une façon d'être, c'est une façon d'exister pour le futur, c'est une conscience de chaque instant, et toutes les personnes qui se sont inscrites dans cette démarche de changement de système de manière pacifique, évidemment, sont visés et sont, pour la plupart d'entre eux, incarcérés injustement. Je crois que, comment dire ça, il faut que notre détermination, nous devons tous aller la chercher au fond de notre histoire. C'est-à-dire, il faut, comme je disais tout à l'heure, c'est dans notre anthropologie et notre histoire. Il faut que nous puissions tous ensemble, dans une espèce de communauté de destin retrouvée. C'est pas des mots, ça peut se faire. Et je rejoins Brahim quand il dit c'est vrai que de Paris ou de Londres ou d'Allemagne ou d'Espagne ou de Madrid, c'est très facile à faire. Nous comprenons la terreur qui s'abat sur nos amis militants et sur les citoyens, mais il faut à tout prix qu'on arrive à envisager une solution, l'élaborer et mettre tout ça en pratique. Et ça demande du travail. Et cette révolution, elle ne vaudra que par notre détermination et notre niveau d'engagement. Karim Naïtou Siniman, vous avez le mot de la fin. Permettez-moi d'être cruel aujourd'hui, Monsieur Benchenouf. D'abord, je commence bien sûr par condamner fermement l'inhumanité, la criminalité de ce régime, avec ses deux visages, son visage civil et aussi son visage militariste derrière cette façade civile. Je les condamne fermement et je leur fais supporter toute la responsabilité entière de ce qui pourrait arriver à ces détenus, à ces braves détenus qui sont actuellement en train de se sacrifier pour le reste des Algériens. Et c'est là que je vais être cruel, parce qu'il y a un principe dans la nature, très connu dans les sciences physiques notamment, que rien ne se perd en fait. Que rien ne se perd. L'énergie ne se perd pas. Et que dans la nature, en fait, tout revient, tout se fait recycler, rien ne se perd. Et je dirais que sur le plan social, actuellement, c'est la même injustice qui frappe ces détenus politiques, c'est la même injustice qui les frappe, qui frappe aussi les Algériens sur le front social. C'est le même pouvoir qui méprise la vie humaine de ces détenus politiques et de leurs familles, qui méprise les chômeurs, qui méprise les femmes au foyer, qui méprise les travailleurs, les étudiants, tous les Algériens. Et tant que les Algériens se taisent sur toutes ces injustices, eh ben ce pouvoir continuera. Et c'est là que je dis rien ne se perd. En fait, les Algériens ont maintenant la monnaie de ce qu'ils sont en train d'accepter en fait. Parce que la liberté, c'est une lutte. Je sais très bien qu'en Algérie, c'est extrêmement difficile
Mais, excusez-moi, même quand je vois le taux de mobilisation à l'étranger, où pourtant il n'y a pas de répression, je dis quand même, on peut mieux faire. Non seulement on peut, mais on doit mieux faire. La liberté s'arrache et la justice s'obtient par la lutte. Alors, indignons-nous et luttons contre ce régime, pacifiquement bien sûr, mais il ne faut pas abdiquer. Parce que abdiquer à ce régime, c'est le déshonneur et l'injustice, le mépris, la pauvreté, la souffrance, pour toujours pour les Algériens. C'est à nous maintenant de changer ce régime parce que ce régime ne changera jamais. Vive la lutte, vive la révolution. Karim Naïtou Slimane, merci beaucoup. Brahim Younsi, merci beaucoup. Idir Nouhan, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, salama.